Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Aujourd'hui, un retour sur un test de matériel, le Sony Alpha 1, donc le très haut de gamme de chez Sony aujourd'hui, pour vous donner un peu les avantages, les points forts, les points faibles de ce boîtier, puisque oui, malgré son prix, il a encore des points faibles, et vous donner un petit retour d'expérience de ce que j'ai pu en apprendre en l'utilisant, puisque je l'ai depuis à peu près 1 mois et demi maintenant. Et donc, si vous ne le voyez pas dans mes mains, c'est parce que c'est lui qui me filme, évidemment. Après, je vais vous refaire quelques images d'illustration comme à mon habitude, avec un autre boîtier, histoire que vous ayez quand même 2-3 images pour pouvoir observer le boîtier. Mais voilà, comme il est très bien configuré maintenant pour me filmer correctement, j'avais vraiment la flemme de reconfigurer mon boîtier de secours, mon boîtier secondaire pour de la vidéo, pour pouvoir tourner. Donc voilà, vous aurez toutes les images d'illustration qui seront en incrustation, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et donc comme ce test va être très long, n'oubliez pas qu'il est chapitré en bas pour aller voir directement les diverses parties qui vous intéressent. On va regarder un petit peu ce que vaut ce Sony Alpha 1 juste après l'intro. Donc déjà en termes de caractéristiques de capteur, on est sur un capteur plein format 24-36 de 50 mégapixels, ça commence à faire déjà une très belle définition. Le tout en Stacked et en BSI. Alors, je décode pour ceux qui découvrent un petit peu la photo, qui ne s'intéressent pas beaucoup au matos. Stacked, c'est-à-dire que vous avez les différentes couches qui sont directement sur le capteur et surtout, entre autres, la partie mémoire et la partie lecture du capteur. Ce qui fait que vous allez avoir, en fait, même si le capteur va toujours être lu par ligne en fait après en termes de décodage des images, eh bien l'information va être stockée directement dans les cellules mémoire qui sont derrière le capteur, ce qui fait que vous allez avoir un effet de rolling shutter qui va être beaucoup moins important, voire quasi inexistant par rapport à d'autres systèmes qui n'ont pas ce capteur stacké. Et donc on a quelque chose qui est extrêmement réactif, extrêmement performant, que ce soit en photo et surtout en vidéo, puisque c'est surtout là qu'on a le rolling shutter qui apparaît. Et donc on peut vraiment avoir des choses qui sont très chouettes à ce niveau-là, sans avoir trop de déformations sur des choses en mouvement, des roues qui tournent, des choses comme ça. Et donc BSI, Backside Illuminated, donc ce qui veut dire que le capteur est retourné de manière à ce que les photosites soient les premiers exposés. Et donc ça permet une meilleure montée en sensibilité, une meilleure captation de la lumière. Et effectivement, même si c'est un 24-36, donc c'est un gros capteur avec 50 mégapixels, les photosites ne sont pas si gros que ça. Et donc c'est quand même un avantage de pouvoir avoir un capteur BSI pour pouvoir avoir une bonne montée en sensibilité et garder quand même des très bons niveaux de détail quand on va monter en ISO. Malgré cette définition de 50 mégapixels, ce qui est quand même quasiment 2 fois plus que les boîtiers haut de gamme de marques concurrentes, on se retrouve avec une rafale à 30 images par seconde, ce qui est vraiment énorme avec ce type de définition, puisqu'en gros, la plupart des boîtiers du marché aujourd'hui, pour vous offrir 30 images par seconde, sont obligés d'être sur du 20, 25, 30 mégapixels maximum, parce que sinon ça fait beaucoup trop de données à traiter. Ou alors, quand vous avez du 40, 50, 60 mégapixels sur le capteur, vous êtes plutôt à 10, 12, 15 images par seconde. Là, vous avez le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous avez une très grosse définition qui va vous permettre d'aller capturer plein de détails ou de zoomer dans votre image en post-production sans perdre en qualité si vous voulez l'utiliser soit dans une vidéo, soit dans une photo après pour une impression sur une taille quand même déjà pas mal. Et donc vous avez quand même la rafale qui est extrêmement rapide, ce qui fait que pour ceux qui veulent faire de la photo de sport ou d'animalier, ça devient vraiment très intéressant parce que vous pouvez faire une super rafale d'une action et choisir la photo la meilleure dans votre rafale et vous êtes sûr qu'entre deux photos, vous n'avez pas pile poil le bon moment de l'action qui est passé parce que clairement à 30 images par seconde, on est vraiment en train de faire une vidéo, mais une vidéo à 50 mégapixels. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, 50 mégapixels, c'est quand même beaucoup plus grand que les 33 mégapixels d'une image 8K et donc les 12-13 mégapixels d'une image 4K pour vous permettre de voir un petit peu, si vous n'aviez pas ces chiffres-là en tête, ce que représente 50 mégapixels. Comme je vous le disais, en termes d'obturation, on est sur quelque chose d'extrêmement performant, ce qui évite quasiment le rolling shutter dans tous les cas. Et surtout, on a un obturateur électronique qui est extrêmement performant, extrêmement efficace et qui fonctionne jusqu'au 1/32 millième de seconde. Ce qui fait qu'avec des telles vitesses, on n'a vraiment aucun souci. Et j'avoue que depuis que j'ai ce boîtier-là, je ne shoote quasiment que, je ne suis même pas quasiment, je ne shoote que en obturateur électronique. Les seuls cas où j'ai utilisé l'obturateur mécanique, c'était juste pour faire des tests avant. Mais clairement, il est tellement efficace et ce silence absolu lorsque vous déclenchez de ne pas avoir du tout de mouvement dans le boîtier et d'obturateur mécanique qui fonctionne, c'est juste une dinguerie. Et je pense notamment aux photographes animaliers qui vont avoir un boîtier qui ne va pas faire un seul bruit et dont le clic n'effraiera pas les éventuels animaux
Et quand vous êtes en affût depuis plusieurs heures, c'est quand même sympa de ne pas perdre votre cible juste parce que le boîtier fait un peu de bruit et que ça attire l'oreille de l'animal. Ou aussi, il y a tout ce qui est, par exemple, photographe de plateau qui, fut une époque, mettaient leur boîtier dans des énormes boîtes avec de la mousse, etc. pour étouffer les bruits du boîtier. Là, vous pouvez y aller avec juste votre petit boîtier, votre ergonomie habituelle, vous n'aurez pas un bruit, surtout associé avec les objectifs récents maintenant qui ont des moteurs supersoniques qui ne font pas de bruit non plus pour la mise au point. On a quelque chose de 100% silencieux. De même sur la vélocité, sur les choses qui vont un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir, vous avez une synchro flash au 1/400e de seconde. Ce qui fait qu'en fait, c'est le boîtier qui va se synchroniser avec le flash jusqu'au 1/400e de seconde et donc ne pas forcer le flash à passer en HSS. Ce qui vous laisse la possibilité d'aller beaucoup plus vite donc dans votre obturation sans faire travailler plus votre flash et donc sans utiliser plus de puissance du flash et avoir donc des temps de recyclage plus longs ou alors des puissances qui sont en baisse à cause de l'éclair multiple du HSS. Et donc ça c'est pareil, c'est quand même un gros gain. Alors certains pourraient dire 1/400e c'est encore pas assez, mais quand on sait que sur la plupart des boîtiers on est sur 1/125e sur les entrées de gamme, voire 1/250e sur les hauts de gamme, à être sur 1/400e de vitesse de synchronisation, c'est quand même excellent et ça permet vraiment de pouvoir encore travailler au flash en ouvrant de nouvelles perspectives sans avoir des flashs ultra puissants qui seraient nécessaires pour travailler à ces vitesses-là normalement, pour avoir à la fois et l'éclairage et le HSS qui soient pris en compte. L'extrême point fort de cet A1, c'est aussi son autofocus qui est juste une dinguerie. J'ai pas d'autres mots à vous dire, je suis absolument convaincu et stupéfait des caractéristiques, surtout quand je compare par rapport à mon précédent matériel avec des vieux objectifs Minolta qui étaient déjà un peu moins véloces, un peu moins précis, et l'autofocus de l'A99II qui était quand même beaucoup moins performant. Pour vous prendre un exemple, quand j'ai un chien qui court vers moi à pleine vitesse, quand je fais des photos des chiots par exemple, avant sur une rafale de seulement 12 images par seconde déjà au lieu de 30, j'avais peut-être 7 ou 8 photos qui étaient achetées parce que l'autofocus était en retard par rapport au déplacement de l'animal. Là j'ai fait des tests, en 30 images par seconde, j'ai le chien qui arrive pleine balle en face de moi et j'ai 29 à 30 images qui sont absolument nickel. C'est juste incroyable, surtout qu'en fait dans cet autofocus là, vous pouvez lui demander d'avoir un suivi des visages et ensuite vous pouvez l'adapter avec des visages humains, des visages d'animaux, donc pour les chiens, les chats, ça marche super bien, et les visages d'autres animaux type oiseaux. Et donc franchement, quand vous faites de l'animalier par exemple, si vous lui dites de détecter les oiseaux, il va vite faire la mise au point directement sur la tête de l'oiseau, donc vous allez être net tout le temps, ce qui peut vous permettre d'avoir un AF en zone large, de ne pas être en spot pour essayer de viser pile poil votre sujet, de faire confiance au boîtier, et dans 99% des cas, vous avez raison de lui faire confiance parce qu'il fait un super travail. Surtout que l'AF en plus analyse la scène 240 fois par seconde. Donc entre chaque image, même à 30 images par seconde, vous avez 8 fois l'analyse d'autofocus qui est faite pour pouvoir suivre le sujet avant l'image d'après. Ce qui est juste absolument impressionnant, quoi. Et vous avez bien sûr, comme on est sur un hybride, aucune coupure de l'alimentation du capteur autofocus en termes de lumière, ce qui fait que quand vous prenez vos photos, vous n'avez pas un arrêt de l'autofocus et donc il continue entre deux photos à bien suivre votre sujet pour être toujours absolument nickel bien placé et c'est vraiment impressionnant, il n'y a pas d'autre mot sur le sujet. Je vais vous montrer quelques images là que j'ai pu faire de chiens qui étaient en train de courir et c'est clairement le type d'image où d'habitude je n'ai pas les yeux qui sont absolument nickel net en termes de mise au point parce que moi qui bouge, qui essaye de suivre le chien qui est en mouvement, etc. En plus donc de l'autofocus qui patine des fois un petit peu, je galérais et là c'est toujours absolument parfait. Pour ceux qui ont encore du mal à passer aux hybrides à cause de la qualité des viseurs électroniques, là le viseur électronique c'est aussi une dinguerie. Je pense que ça va être une des vidéos où je vais parler le plus de dingueries de toute la chaîne, mais parce que il fait 9,4 mégapixels, ce qui est énorme sur un petit viseur comme ça. Il est juste d'une qualité absolument irréprochable. On ne voit absolument pas les pixels quand on regarde. Et en plus, on a un taux de rafraîchissement de base avec ces 9,4 mégapixels qui est jusqu'à 120 Hz. Donc franchement, vous êtes sur quelque chose d'ultra fluide. Vous ne voyez pas du tout de taux de rafraîchissement. Et vous pouvez, en baissant un peu la définition, même monter jusqu'à 240 Hz. Alors perso, moi, j'arrive pas vraiment à voir la différence, mais peut-être que certains photographes exigeants sur du sport ou des choses très réactives pourront y trouver leur intérêt. Et donc, voilà, il peut le faire et c'est juste un confort incommensurable en termes de repos des yeux et de qualité de visée. Surtout qu'il fait 1,6 cm de large, là où la plupart des viseurs électroniques font 1,3 voire 1 cm seulement. Ce qui fait que vous avez un œilleton qui est quand même très grand, très confortable pour mettre son œil, même pour les porteurs de lunettes comme moi. Vous voyez bien l'intégralité des informations
du viseur sans être obligé de coller votre lunette et d'éventuellement vous la foutre dans l'œil avec des traces après derrière, chose qui arrive régulièrement quand on a des viseurs un peu étriqués. Donc là, on n'a pas ça du tout. Et surtout, un grossissement à l'intérieur de 0,9 fois. Et là encore, sur la plupart des boîtiers, on est autour de 0,70, 0,80. Donc ce grossissement de 0,90 permet d'avoir vraiment quelque chose d'ultra confortable, d'ultra agréable à utiliser, et ça change vraiment la vie par rapport à d'autres boîtiers qui étaient déjà très bien conçus en termes de viseur électronique. Là, on voit vraiment qu'il y a encore une différence assez majeure par rapport à la majorité des boîtiers à viseur électronique du marché, que ce soit chez Sony ou chez les concurrents. Vu sa gamme tarifaire, on est clairement sur un boîtier pro avec ce Sony Alpha 1, et la chose à savoir aussi, c'est que l'ensemble des boutons est totalement paramétrable et personnalisable. C'est-à-dire que votre boîtier n'aura absolument rien à voir avec le boîtier du copain d'à côté. Vous allez pouvoir configurer vraiment chaque bouton. C'est juste impressionnant. Donc vous avez bien sûr les boutons C1, 2, 3 et 4 qui sont des boutons de base qui sont censés être personnalisables. Mais si vous voulez que la touche AF On, par exemple, elle fasse quelque chose d'autre, ou si vous voulez que la touche ISO sur le sélecteur et la molette fasse autre chose ou quoi que ce soit, vous pouvez absolument tout paramétrer comme vous le voulez avec l'ensemble des fonctions du boîtier. Ce qui fait que vous pouvez vraiment le faire aux petits oignons pour avoir sous la main et sous les doigts toutes les options que vous utilisez vous au quotidien. Et vous avez en plus une autre subtilité, c'est que vous pouvez faire ça à la fois pour le mode photo et pour le mode vidéo avec des paramétrages différents. Ce qui fait que si en photo vous utilisez certaines fonctions que vous n'utilisez pas en vidéo et inversement, vous pouvez réassigner des fonctions spécifiques à un bouton quand vous êtes en mode vidéo qui ne seront pas les mêmes quand vous êtes en mode photo. Donc ça, c'est absolument génial parce qu'en fonction de l'usage que vous faites de votre boîtier, ou si par exemple vous utilisez un boîtier dans le cadre d'un collectif et qu'il y a un photographe et un vidéaste, chacun peut avoir ses paramétrages et ne pas être obligé de reparamétrer le boîtier quand vous voulez changer. Ça, c'est juste top aussi. Et en plus de tous ces boutons, vous avez un menu que vous pouvez afficher très rapidement avec la touche FN où vous avez 12 options que vous pouvez paramétrer entièrement aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est pour celles dont vous n'avez pas besoin directement sous les doigts quand vous devez garder l'œil dans le viseur et être réactif. Mais ça peut vous permettre de changer encore certaines options sans aller les chercher dans le menu. Et enfin, pour les dernières options que vous utilisez que très rarement mais que vous pouvez être amené à utiliser, pour ne pas les chercher dans le menu, vous pouvez vous créer un menu personnalisé dans lequel vous pouvez stocker toutes les options que vous n'avez pas assignées ni à des boutons ni au menu rapide. Ce qui fait que pour des options que vous utilisez très rarement mais que vous savez que vous allez utiliser quand même, ça vous permet de ne pas les chercher après dans le menu et de les avoir directement dans ce menu rapide. Et comme ça, une fois que vous avez fait ce premier paramétrage, vous avez toutes vos options principales sur les boutons, toutes vos options un petit peu moins principales sur le menu d'accès rapide et toutes les options secondaires dans votre menu personnalisé. Ce qui fait qu'au final, vous avez absolument plus jamais quasiment besoin de retourner après dans les menus de l'appareil photo. Et ça chante aussi un des défauts majeurs des gens qui viennent chez Sony d'une autre marque et qui ont tendance à dire que les menus sont fouillis. Déjà là, on a les nouveaux menus Sony qui sont beaucoup mieux organisés. Même si moi, ça m'avait jamais posé de soucis, mais en même temps, je suis pas forcément le bon exemple. J'ai commencé avec les appareils argentiques, mais surtout aussi ensuite les appareils numériques Minolta qui ont été rachetés par Sony ensuite quand ils ont voulu se mettre à la photo. Et donc, je connais cette ergonomie et ces menus depuis les tout débuts. Donc, pour moi, je m'y suis habitué dès le départ, dès mes premiers appareils photo numériques, et je n'en ai jamais changé. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours été en terrain conquis et absolument pas gêné par la logique ou l'illogique que Sony pouvait avoir dans ses menus. Mais donc là, en plus de cette nouvelle réorganisation qui est déjà beaucoup mieux, une fois que vous avez fait le tour une seule fois du menu pour stocker tous les paramètres que vous voulez dans un menu rapide ou dans vos boutons ou dans votre menu d'accès supplémentaire, voilà, vous n'avez pas à y revenir. Et donc logiquement, vous avez une grosse heure ou 2 grosses heures de paramétrage de votre boîtier à l'achat. Et ensuite, vous y revenez plus, vous avez tout qui tombe directement sous la main et qui est très rapide à retrouver. En termes de résistance, ce boîtier est bien sûr tropicalisé, ce qui fait qu'il va résister très bien et à la poussière et à l'humidité et au ruissellement. Alors bien sûr, vous n'allez pas pouvoir l'immerger dans l'eau complètement pour aller faire des photos sous-marines, faut pas déconner. Mais par contre, ça veut dire que c'est un boîtier qui est extrêmement robuste, surtout sur cette gamme-là. En général, les tropicalisations sont quand même vraiment bonnes. Et donc, si vous avez besoin de le foutre à un moment dans la neige, quand vous êtes en affût sur de l'animalier, des choses comme ça, c'est des boîtiers qui vont très bien résister dans le temps et qui ont entre guillemets des chars d'assaut assez increvables, quoi. En termes de prise en main, il est plutôt très confortable, même avec les grosses paluches que je peux avoir, ce qui fait que la poignée est quand même bien creusée, on a une bonne prise en main. Par contre, hybride oblige, on a quand même en général le petit doigt et le bas de la main qui est dans le vide. C'est pour ça que moi je vous conseille de l'utiliser avec un grip. Vous verrez sur les images de toute façon qu'il est grippé pour moi, parce que c'est là qu'on a vraiment la meilleure prise en main. Et en plus, ça permet, quand on se met en mode portrait, d'avoir exactement la même prise en main sans se casser le poignet. Et donc, en fonction des photos qu'on peut avoir à faire, en plus, on gagne encore en confort à ce niveau-là aussi. Et clairement, aujourd'hui, si vous ne prenez pas le grip Sony, parce que
vous vous dites bon bah j'ai déjà mis 7000 balles dans mon boîtier, j'ai déjà quelques objectifs à acheter, etc. Et en termes de budget, c'est bon, ça suffit. Vous trouvez des grippes adaptables qui sont de très bonne qualité, qui font très bien le job aujourd'hui pour une 30, 40, cinquantaine d'euros. Des fois, au pire, ça monte à 70 ou 80, mais on est très très loin des 300 ou 400 euros qui sont demandés par Sony pour son grip. Et donc, vous pouvez vous équiper très facilement avec un grip adaptable sans rajouter encore 300 ou 400 euros à la facture. On va parler des fonctions vidéo qui sont extrêmement complètes. Alors déjà en termes de définition et de framerate, on a de la 8K jusqu'à 30 images par seconde, de la 4K jusqu'à 60 images par seconde sans aucun crop, c'est-à-dire qu'on garde exactement ce qu'on voit avec l'objectif de base, et on peut monter même jusqu'à de la 4K 120 images par seconde avec un crop extrêmement léger, on est sur 1,3, ce qui reste quand même très utilisable même si vous avez besoin de grand angle, etc. Et surtout, que ce soit sur la 8K 30 ou jusqu'à la 4K 60, on se retrouve donc, comme je vous disais, à utiliser l'ensemble du capteur, donc à faire un suréchantillonnage à 50 mégapixels avant de revenir au 33 ou au 13 mégapixels de la 8K ou de la 4K, ce qui fait qu'en plus on a une 8K ou une 4K qui a un piqué qui est extrêmement satisfaisant, des détails qui sont vraiment très bien retranscrits, puisqu'on profite vraiment de tout le potentiel du capteur et des objectifs de super qualité qu'on peut mettre dessus pour vraiment capturer le maximum de détails, et on est très au-dessus de la qualité d'image d'une 4K, d'un iPhone, d'un Galaxy S22 Ultra ou de choses comme ça. Vraiment, ça n'a rien à voir quand on va vouloir après rezoomer encore dans l'image pour aller rechercher une petite partie de son image. Et ben, on va garder une qualité qui est sans commune mesure avec ce que proposent des smartphones ou des appareils plus bas de gamme qui ne font pas de suréchantillonnage. Pour les plus connaisseurs qui veulent travailler avec des profils d'image un petit peu avancés, on a du S-Log 2 et 3 bien évidemment. On a du S-Cinetone hérité des caméras Sony qui sont vraiment utilisées dans le cinéma et qui donnent de très bons résultats également pour de la large dynamique. On a 15 IL de dynamique sur le capteur en vidéo, c'est-à-dire la même dynamique qu'en photo. Et comme on peut shooter en RAW vidéo jusqu'à 800 mégabits par seconde, on se retrouve avec des fichiers qui peuvent, si on a les bonnes cartes mémoire bien sûr à l'intérieur ou si on enregistre sur une sortie externe, eh bien on peut avoir des fichiers qui sont extrêmement malléables en post-production avec beaucoup de possibilités de récupérer ses hautes et ses basses lumières, de faire du HDR de très bonne qualité et donc de sortir des fichiers de qualité vraiment professionnelle. Ce qui n'est pas mon cas, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas les capacités encore et les connaissances suffisantes en vidéo pour aller aussi loin dans mon post-traitement, mais je sais que pour certains, ça peut permettre d'avoir quelque chose de très léger, puisque ce type de boîtier est quand même beaucoup plus léger qu'une grosse caméra, tout en ayant aujourd'hui une qualité d'image qui n'a presque rien à envier à des caméras un peu plus professionnelles. En termes d'autonomie, on est sur quelque chose de très bon également, puisqu'avec 2 batteries dans un grip, on peut tenir une bonne journée quand même de shooting, puisqu'on va pouvoir faire entre 1000 et 1500 photos selon l'économie d'énergie qu'on met et le nombre de rafales, de choses comme ça qu'on va utiliser, l'intensité de la lumière par rapport au réglage qu'on a fait, etc. Mais globalement, on est au moins sur 1 millier de photos sur 2 batteries. Donc clairement, si vous achetez en plus 2 batteries de plus, vous êtes sûr de pouvoir tenir à peu près n'importe quelle journée, même hyper intense sur du mariage, des choses comme ça, aucun problème. Vous n'aurez pas besoin de changer de batterie toutes les 1 ou 2 heures comme ça a pu être le cas sur certains hybrides avant qui étaient quand même assez limités en termes d'autonomie. Et si vous souhaitez tourner de la vidéo, toujours avec 2 batteries dans un grip, on va pouvoir tourner environ 3h, 3h30 de 4K 60 images par seconde ou du 8K 30. Donc on est quand même sur quelque chose de très bon, en sachant qu'on n'a pas la limite des 30 minutes d'enregistrement et que ce boîtier ne chauffe vraiment absolument pas en vidéo. C'est-à-dire que là, j'ai déjà enregistré des fois 2, 3, 4 heures de vidéo à la suite pour pouvoir ensuite avoir toutes mes vidéos, pour pouvoir faire mes montages ensuite de semaine en semaine. Et là où j'avais très régulièrement avec la 99.2 des alertes de chauffe, parce que le boîtier n'était pas assez bien refroidi, il montait trop rapidement en température, là on sent que le boîtier se balade, et même en 4K 60, même en 8K 30, on est sur quelque chose d'extrêmement performant, on peut filmer très longtemps, contrairement à beaucoup de boîtiers concurrents qui là aussi se mettent en alerte de température extrêmement vite et où au bout de, pour ceux qui gèrent la 8K 30 par exemple, et ben au bout de 10, 15, 20 minutes, souvent on est déjà en température max et le boîtier qui s'éteint. Bah, si vous voulez filmer 30, 50, 60 minutes, il n'y a aucun souci, il les encaisse sans aucun problème. En termes de connectique, ce boîtier propose à peu près tout ce qu'on peut en attendre également. Donc vous vous retrouvez avec 2 connecteurs jack, un pour un micro et un pour un casque, une prise synchro flash, une RJ45 plein format en plus, hein, donc vous pouvez directement connecter un câble RJ45 pour envoyer vos photos en FTP sur le réseau. Un HDMI plein format également, donc ce qui vous évite d'avoir un adaptateur micro HDMI. De l'USB-C 3.2 Gen 2, ce qui vous permet, si vous en êtes équipé, d'avoir d'excellents débits pour ne pas être obligé de sortir vos cartes mémoire de l'appareil photo pour pouvoir ensuite extraire vos images. Et comme le frottement des cartes mémoire sur les connecteurs les use et les abîme sur le long terme, c'est aussi un gage de survie de vos cartes mémoire le plus longtemps possible. Du Wi-Fi et du Bluetooth pour pouvoir faire des connexions à distance.
Ce qui fait que vous pouvez poser votre boîtier quelque part sur trépied, avoir votre smartphone ou votre tablette qui vont pouvoir l'utiliser à distance et donc vous pouvez quasiment régler 100% des paramètres importants de prise de vue directement depuis l'application de prise de vue à distance, ce qui est quand même ultra pratique et ce qui peut aussi permettre par exemple avec une tablette de grande qualité et un grand écran de pouvoir mieux apprécier vos images directement à la prise de vue que sur le petit écran ou sur le viseur pour le point de focus, etc. Ce qui fait qu'en usage studio par exemple, ça peut avoir un intérêt. Surtout si en plus ça vous permet de ne plus être derrière votre boîtier et donc pour pouvoir établir une connexion avec votre sujet et avec votre modèle, ça peut aussi aider des fois de pouvoir comme ça se détacher un peu du matériel et du boîtier tout en ayant quand même la tablette dans les mains et discrètement pouvoir shooter comme ça peut être quand même assez pratique. Et donc l'application de prise de vue à distance qui fonctionne aussi bien sur iOS que sur Android permet aussi de rapatrier les images sur votre device et donc ensuite de pouvoir très facilement les mettre en ligne sur des réseaux sociaux, les envoyer sur une sauvegarde cloud par exemple assez rapidement pour pouvoir ensuite sécuriser vos images. Et là, je pense par exemple à des gens comme Hit the Road qui se font régulièrement arrêter et piquer leurs images. Si vous avez toutes vos photos qui sont synchronisées avec le téléphone en quasi temps réel et qui partent en 3G, 4G sur un serveur pour pouvoir les sécuriser, ok, on vous confisque votre matériel. Ok, ça fait chier pour le prix, mais déjà vous avez toutes les images qui peuvent être sauvegardées et qui peuvent être réutilisées après derrière. Ça peut être une sécurité. Je pense aussi par exemple à des gens qui sont sur un mariage. Si vous avez votre boîtier qui est abîmé, qui est volé, si vous avez des cartes mémoire qui sont défaillantes à la fin de votre prestation, vous pouvez vraiment, ça peut avoir des grosses conséquences, y compris sur la réputation, etc., de perdre ce type d'image. Là, vous pouvez les synchroniser toutes les heures, toutes les 2 heures à des moments où c'est un peu plus creux. Bim, vous les rapatriez sur le téléphone, vous les envoyez sur une sauvegarde en cloud. Ça vous fait quand même une sauvegarde sur le téléphone plus une sauvegarde sur le cloud. Voilà, si vous perdez vos images, c'est vraiment que vous n'avez pas de bol. Enfin voilà, il y a plein de scénarios comme ça où ça peut être intéressant d'avoir des sauvegardes supplémentaires de ces images assez rapidement après les avoir faites. Et là, c'est très facilement possible grâce à ce type d'application. Enfin, 2 dernières petites choses que j'ai appréciées sur ce boîtier, vous avez une fonction d'intervallomètre intégrée, c'est-à-dire que vous pouvez dire au boîtier, tu vas prendre par exemple 100 photos toutes les secondes pendant 100 secondes, ou tu vas me prendre même 1000 photos, etc. Donc vous allez pouvoir comme ça, pour réaliser un timelapse photo par exemple, pouvoir le programmer, le poser sur son trépied ou sur son slider ou quoi que ce soit, et le laisser travailler sans être obligé de le contrôler à distance, sans être obligé de faire les photos, sans être obligé de rajouter quelque chose à l'extérieur et de rééquilibrer différemment. Si vous mettez ça par exemple sur un Ronin ou des choses comme ça, vous n'avez pas besoin de rééquiper le boîtier en conséquence pour pouvoir gérer tout ça. Et vous avez aussi, si vous le souhaitez, des fonctions de timelapse intégrées. Donc timelapse dans les 2 sens, c'est-à-dire aussi bien pour pouvoir ne prendre par exemple qu'une image toutes les secondes et vous créez directement la vidéo à l'intérieur du boîtier qui va être en accéléré après, aussi bien que dans l'autre sens, pouvoir monter justement très haut en framerate pour pouvoir ensuite faire un ralenti sur une scène précise. C'est ce qu'on appelle le SEQ chez Sony en termes d'options. Et pareil, c'est assez pratique, assez intuitif, très facile à utiliser et toutes les options sont directement intégrées dans le boîtier. Donc voilà un petit peu pour tous les points forts que je voulais vous donner et toutes les informations que je voulais vous donner sur ce boîtier qui est quand même extrêmement bien équipé. J'ai sans doute oublié de vous parler de plein de choses en termes d'ergonomie, de choses comme ça, mais je pense que déjà là on a fait un bon petit tour de ce qu'il est possible de faire. Maintenant bien sûr, comme je vous le disais, il y a quand même quelques points faibles et on va les aborder. Donc déjà pour moi le premier point faible c'est qu'il n'y a pas d'écran de contrôle sur le dessus de l'appareil, ce que j'avais l'habitude d'utiliser avec mon A99II et qui était extrêmement pratique, c'est-à-dire que j'avais un petit écran qui était en plus rétro-éclairé au besoin qu'on pouvait allumer ou éteindre, qui me permettait d'avoir tous mes réglages de base, ce qui fait que quand vous shootez dans des zones un peu sombres, un peu noires, etc., et que vous ne voulez pas allumer votre écran, et que vous ne voulez pas forcément vous mettre non plus avec l'appareil devant les yeux parce que vous voulez bien suivre l'ensemble de ce qu'il y a autour pour pouvoir très rapidement shooter, vous pouvez à tout moment, si vous avez, ou si vous voulez changer vos réglages, vous allumez le petit écran qui était très légèrement illuminé sur le dessus, vous changez vos réglages à la volée, vous éteignez l'écran, c'était beaucoup plus pratique et confortable. En tout cas, moi, j'avais pris ce genre d'habitude-là et donc ça me manque un petit peu au quotidien. Mais après, voilà, il y a plein d'autres options dans ce boîtier-là que je n'avais pas avant et que je suis très content d'avoir. Mais il faut quand même le savoir. Ignominie, je trouve, sur un boîtier à ce prix-là, surtout que Sony sait faire de très bons écrans sur rotule, c'est que là, l'écran n'est orientable que de haut en bas et en plus pas à 90 degrés ou à 180 degrés ou quoi que ce soit. Ce qui fait que par exemple, le mode selfie, entre guillemets, vous pouvez vous voir pendant que vous vous filmez, vous l'oubliez, c'est impossible. Donc là, il faut forcément utiliser l'application smartphone ou tablette pour faire de la prise de vue à distance. Et puis même quand vous êtes par exemple à bout de bras comme ça, l'écran reste orienté à 45 ou 50 degrés, ce qui fait que des fois en termes de reflets de lumière, de choses comme ça, c'est pas ultra confortable. Pareil sur la prise de vue, quand vous allez le mettre très en bas pour faire une prise de vue au ras du sol, vous allez vous retrouver avec un écran qui remonte pas forcément suffisamment, donc vous allez peut-être pas tout à fait bien voir ce que vous faites s'il y a certaines lumières incidentes qui viennent. Et ça, je trouve ça vraiment
Dommage surtout que par exemple, quand je reprends encore l'exemple de mon A99 II, le boîtier sur rotule était absolument excellent. On a certains Alpha 6000 ou des choses comme ça qui ont des boîtiers sur rotule qui sont extrêmement bien aussi et qui fonctionnent très bien, qui sont robustes et qui n'ont pas de soucis. Et en plus, le fait de ne pas pouvoir avoir cet écran sur rotule fait que vous ne pouvez pas le retourner pour le protéger pendant que vous transportez votre appareil photo. Donc ça veut dire vitre de protection à rajouter obligatoirement dessus si vous voulez que votre appareil vieillisse bien. Et donc risque aussi donc quand même que l'écran se prenne des chocs là où vous auriez pu le protéger en le retournant complètement contre l'appareil photo si vous aviez voulu le transporter en toute sécurité avec une rotule qui le permettait. À mon sens, parce que je travaille beaucoup en mode manuel, il y a une grosse bague de sur- ou de sous-exposition qui est directement sur le boîtier qui, moi, me semble inutile dans ma pratique photo. Après, pour le coup, très récemment, quand on a fait la sortie à Beauval avec ma chérie, je me suis rendu compte que pour elle, c'était pratique puisqu'en mode semi-automatique, ça lui permet de mettre des réglages qu'elle veut en termes d'ouverture ou en termes de vitesse. Et ensuite, si l'analyse de l'image n'est pas suffisamment bien faite par le boîtier ou si le sujet n'est pas suffisamment bien détecté, elle peut effectivement utiliser cette molette de sur- ou de sous-exposition pour ensuite réduire l'exposition ou la remonter. Et donc ça, c'est quand même assez pratique dans des modes semi-automatiques. Mais pour moi, en tout cas, le problème de cette molette, c'est surtout que vous ne pouvez pas en réassigner la fonction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, quand je tourne cette molette-là, ça fait autre chose que de la sur- ou de la sous-exposition. Et donc, je vous disais que tous les boutons étaient paramétrables tout à l'heure, et bien tous, sauf cette molette-là. Et ça, c'est quand même vachement dommage parce que pour mon usage à moi, j'aurais trouvé beaucoup d'autres choses à lui mettre dessus et beaucoup d'autres fonctions dans lesquelles j'aurais pu l'utiliser différemment que la sur- ou la sous-exposition. Autre option qui me manque énormément par rapport à mon A99 II, et ça pour le coup une simple mise à jour de firmware pourrait permettre de le mettre, donc Sony, si vous passez par là ou si quelqu'un de chez Sony passe par là, s'il vous plaît ajoutez-le, c'est le limitateur de plage de mise au point. J'avais ça sur la 99 II, ce qui fait que par exemple si je prenais un sujet qui était systématiquement entre 3 et 6 mètres de moi, je pouvais régler directement sur le boîtier la distance de mise au point mini et maxi où je lui laissais aller chercher le sujet, ce qui permettait de gagner en réactivité, d'éviter que si quelqu'un me passait devant, par exemple, le boîtier essaye de refaire la mise au point trop devant parce que là, forcément, la personne n'était pas dans la zone que j'avais définie. Pareil sur un arrière-plan qui pourrait bouger, ça évitait que le boîtier aille accrocher derrière. Alors, je suppose que vu la qualité, la réactivité de l'autofocus sur cette gamme-là, ils se sont dit que ce n'était pas nécessaire, mais ça permettrait de gagner encore en souplesse, en praticité dans certains cas précis. Et c'est vraiment une fonction qui me manque, à moi en tout cas. Parce que par exemple, toujours pour mes photos de chiens, ça me permet de vraiment définir la plage où le chien va se trouver. Et si j'ai d'autres chiens derrière, par exemple dans une exposition canine, je suis sûr que là, ça n'allait pas les chercher. Alors que là, avec la 1, ça peut aller éventuellement chercher et accrocher si mon suivi n'est pas bon. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Et donc, bien sûr, sur certains objectifs, on a des limitateurs de plage, mais pareil, c'est des plages qu'on ne définit pas forcément. Ce sont des plages qui sont prédéfinies très souvent par le constructeur sur l'objectif et il y a assez peu d'objectifs encore qui sont reprogrammables à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est quand même une fonction qui, si elle est incluse dans le boîtier, est quand même ultra pratique dans certains cas. À noter aussi, il n'y a pas de cellule GPS malgré la connectique extrêmement complète de ce boîtier, ce qui fait que si vous voyagez, vous ne pouvez pas géotaguer automatiquement vos photos directement avec le boîtier. Il va falloir en fait que vous utilisiez une application dédiée sur le smartphone qui va envoyer la position à l'appareil photo ou alors que vous réutilisiez ensuite le tracking GPS de votre téléphone pour que, en fonction des heures, il puisse vous réaligner les photos sur la carte et vous savoir où est-ce que vous étiez à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Pareil, j'avais quand même l'habitude, alors sur l'A99, là pour le coup, ça me manquait déjà sur le 2, d'avoir une cellule GPS parce que avoir des photos géotaguées quand vous voyagez, c'est quand même super pratique pour vous souvenir exactement de où vous étiez quand vous avez pris ce cliché-là. Et des fois, quand c'est en transition sur deux sites importants et que vous avez fait une photo sympa, ça peut vous permettre de vous souvenir où c'était et c'est quand même pratique. Et enfin, dernier petit reproche, c'est sur quelques incongruités qu'on peut avoir sur les formats de cartes et les performances de cartes mémoire qui sont demandées pour certaines vidéos. C'est-à-dire que par exemple, là, il m'a dit, pour faire de la 4K 60, de la 4K 120 ou de la 8K 30, tu es obligé d'avoir au minimum une carte V60. Donc j'ai racheté une carte V60 dédiée. Pourtant, quand ma carte V60 est pleine, il me fait le débordement sur une carte qui est V30, qu'il refusait d'utiliser pour lancer les vidéos quand j'ai voulu et qui fonctionne très bien puisque même si elle est V30, je savais que ses débits étaient largement suffisants pour encaisser le débit que j'allais demander en vidéo. Et effectivement, en débordement, il enregistre sur cette carte-là sans aucun problème et je n'ai pas de ralentissement, de lag ou de fichier qui soit corrompu au niveau de la carte mémoire. Donc pareil, petite incongruité parce qu'il vous force à mettre des cartes très rapides et vous ne pouvez pas lui dire
J'assume si mon fichier il est corrompu, mais laisse-moi faire avec une autre carte qui n'a pas la certification. Donc ça, c'est quand même très chiant parce que vous avez donc, si vous n'avez pas des cartes très chères avec des très grosses certifications, vous avez plein de fonctions comme par exemple l'euro vidéo ou des choses comme ça qui ne sont pas accessibles alors même que vous avez peut-être des cartes qui, même si elles n'ont pas la certification, sont largement capables d'encaisser le débit nécessaire pour pouvoir absorber ce type d'image. Donc ça, c'est quand même assez dommage à mon sens. Et après, il y a aussi quelques incongruités dans le sens où sur par exemple le SEQ dont je vous parlais, quand je lui demande de faire pour un timelapse une seule image par seconde, il va quand même me demander une carte V60, alors même que là en termes de débit, on va être sur quelque chose d'extrêmement limité, une image par seconde. Je veux dire, on est sur quelques mégabits par seconde seulement qui doivent être enregistrés par la carte, et pourtant il me demande une V60 pour me lancer le SEQ à une image par seconde, sinon c'est niet, j'ai pas accès à l'option. Et donc ça c'est pareil, c'est assez chiant. Donc si vous prévoyez de vous équiper avec ce type de boîtier, n'oubliez pas de prévoir des cartes de très bonne performance et de très bonne certification dans votre budget. Et quand on sait que par exemple une CF Express de type A qui va avoir le meilleur débit en 128 Go coûte presque 300 € aujourd'hui, et mine de rien, si vous devez en acheter deux en plus pour avoir suffisamment de place, voire peut-être même encore plus selon les projets photos ou vidéos que vous faites, ça peut vite faire 300, 600, 1200 € de plus dans votre budget. Et il faut quand même en être conscient parce que ce serait dommage d'avoir le boîtier avec toutes les capacités qu'il propose et des capacités que vous aviez choisi de vouloir utiliser et ensuite de ne plus avoir le budget pour avoir les cartes mémoire suffisantes pour pouvoir utiliser ces capacités. Et nous voilà donc à la fin de ce test qui a duré très longtemps. J'espère en tout cas donc que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Vous avez également le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre sous la vidéo qui permettent de soutenir la chaîne financièrement et donc de financer entre autres une partie de ce type de matériel. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.